Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et dis-moi que Vaquette est de retour et que, putain, il est toujours pas content. Une question un peu longue et assez précise de Bichente de Zibo. Beaucoup de personnages se révèlent surtout à travers ce qu'ils disent. On les entend nettement plus s'exprimer à l'oral qu'on a leur description intime par le récit de leurs actions en temps réel ou par l'opinion d'un narrateur ou d'autres personnages. Ce qui crée une grande proximité, un sentiment très direct et, l'air de rien, propose quelque chose qui se démarque pas mal. Ça ne se note pas tant à la lecture, mais en y réfléchissant, en comparant, on a une proportion de voix qui s'exprime directement et longuement assez inhabituelle. Est-ce un choix conscient? Et idem, dans le travail préparatoire, as-tu plutôt noté des propos que tu entendais dans leur bouche que tu n'as fait de longues descriptions à la Balzac? Alors là, je vais être absolument cash. La raison de ça, c'est l'incompétence. Réellement, hein, c'est pas une vanne. Moi, je me souviens, après l'écriture de mon premier roman, Je gagne toujours à la fin, Tadei m'avait dit, il est super ton roman, il avait vraiment aimé le roman, je crois, mais tu vas voir, tu l'as écrit à la première personne, c'est super facile. Si le prochain coup, tu essaies de l'écrire à la troisième personne, tu verras, techniquement, c'est beaucoup plus dur. Et comme j'ai beaucoup d'orgueil et que j'adore relever les défis, j'ai fait oh, vas-y, nique ta race, Tadei. Mon prochain roman, je l'écris à la troisième personne et tu vas voir, je vais réussir. Et donc, quand je suis parti sur cette idée de polar, on y revient à 250 pages, tout ça, dans ma tête, c'était clair, je l'écrirai à la troisième personne, il y a un enquêteur, il s'appelle L'Espalette, etc. Et si vous regardez bien, la partie 1 du roman, la partie polar, est écrite à la troisième personne. J'avais donc refait j'avais relevé le challenge. Sauf que dès qu'on passe à la partie 2, qui est donc l'essentiel du bouquin, du fait qu'il y ait le journal d'Alice et du fait que Lorenz fait des tunnels abominables, interminables, où il dit je, que c'est des dialogues, en fait, tout est finalement écrit fourbement. Je chassais les habitudes, elles reviennent au galop. Je suis revenu à ce que je savais faire, c'est-à-dire, je suis revenu à une écriture à la première personne. Bon. Donc, c'est de l'incompétence, et sans doute parce que je ne savais pas faire mieux. Et si on veut, de la fainéantise, peut-être. Bon, voilà. En tout cas, ça sonnait comme ça, c'est ce que je savais faire. Là où c'est intéressant, c'est la façon que tu as de poser la question. C'est-à-dire que toi, tu vis ça comme quelque chose de positif. Tu dis, tiens, grâce à ça, tu as trouvé un ton particulier. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que ça me conforte dans quelque chose que je crois beaucoup. Je crois que l'incompétence est potentiellement une richesse artistique. Alors, dit comme ça peut être un peu tiré par les cheveux. Si on a juste de l'incompétence et du je m'en foutisme, on est nul à chier, on bosse pas, on fait n'importe quoi, puis on fait de la merde, ça c'est sûr. Mais si par contre, on a de l'incompétence et beaucoup d'opiniâtreté et d'exigence, si on a ces trois choses ensemble, et qu'on dit ça, ok, je sais pas le faire, mais il faut que je le trouve. Il faut que je trouve comment détourner le problème. Je sais pas sauter cet obstacle, mais il faut que j'arrive à le passer. Et je vais y arriver. Quel que soit le moyen, je vais y arriver. Et qu'on a de l'exigence, c'est-à-dire pas je vais y arriver à faire n'importe comment en faisant de la merde. Non, je vais faire un super roman, je sais pas le faire, mais je vais réussir à faire un super roman, et le temps que ça mettra, je vais trouver. À ce moment-là, on trouve forcément quelque chose de singulier, puisqu'on sait pas faire comme les autres. On sait pas faire comme ça a déjà été fait. Donc il faut bien qu'on trouve soi-même un truc. Hein, et que ce soit pour ce roman, qui ressemble effectivement à aucun autre polar, puisque je savais pas écrire un polar, et que je savais pas écrire à la troisième personne, etc., et que ce soit pour, évidemment, la conjuration de la peur. Si j'avais pendant 20 ans ou 10 ans, ce que vous voulez, été un super DJ de hip-hop électro, et que j'avais fait ça à la série, que j'avais fait les instrus de Seth Gecko et d'Orelsan, trop frisou, que j'avais bossé avec d'autres mecs qui étaient des pointures, je connaissais ça par cœur, et voilà, là, il faut mettre un refrain, il faut mettre un couplet, tiens, il faut utiliser tel instru, il faut mettre tel truc dans le mixage, j'aurais fait un truc qui est mieux. Mais j'aurais forcément, plus ou moins, fait un truc un peu standard.
Alors que comme j'avais jamais fait ça de ma vie, que je savais pas faire un instru, tout ça, ben je me suis retrouvé face à mes machines, puis j'ai cherché mes trucs à moi, j'ai cherché mes trucs qui tournaient à moi, j'ai cherché à poser mon flow un peu bizarre à moi, j'ai mis sans doute beaucoup trop de triple croche, parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre ce que je raconte, ça va trop vite, c'est sûr. Mais à la fin, on ne peut pas me retirer une chose sur ce projet, c'est d'être hyper singulier. Ce morceau, La Conjuration de la peur, ça ressemble à personne. Alors les mauvaises langues diront, ben ouais, mais c'est parce que ça ressemble à rien. Ouais, peut-être ça ressemble à rien. Peut-être. Mais en tout cas, ça ressemble à personne, c'est singulier. J'aurais fait un truc qui est peut-être mieux par rapport au standard, qui aurait plu à plus de gens et aux producteurs sans doute, mais j'aurais fait un truc qui, artistiquement, au niveau de la singularité, aurait été moins bien. Donc c'est dû en partie à mon incompétence. J'espère être compris. C'est ni pour frimer, ni pour m'auto-flageller. Mais il y a un moment, mon incompétence, le fait de ne pas savoir bien faire les choses, que ce soit pour écrire ce polar, ou pour que ce soit pour écrire le CD Crevez tous, m'a obligé à trouver des choses, des façons de faire plus singulières et donc plus intéressantes. Et c'est en ce sens-là où je pense beaucoup de mal de toutes les écoles artistiques. Les écoles, je veux dire, dans le sens, les cours, voilà. Et en particulier les writing schools, Choses horribles qui nous viennent des États-Unis, où on t'apprend à écrire un bon roman. On t'apprend à comment construire des personnages, comment construire des rapports entre les personnages, comment alterner les phases de description, les phases de dialogue, les phases d'action. Et à la fin, tu sais écrire le truc standard, t'es compétent. T'écris ton bouquin vite et bien, le truc compétent. Mais ça n'a aucune originalité. En plus, ça ressemble au bouquin américain, puisque tout ça est d'inspiration américaine. Et c'est abominable. Moi, si je peux vous donner un vraiment bon conseil, faites jamais des écoles comme ça. Galérez tout seul, essayez de trouver votre chemin, lisez des bouquins, essayez de comprendre comment font les choses, mais pas trop, dans tous les domaines, en peinture, en écriture, tout ça, etc. Apprenez un minimum de technique. Apprenez, si vous voulez écrire, apprenez à écrire le français. Voilà. Apprenez un peu la grammaire, voilà. Mais ensuite, cherchez vos merdes tout seul et puis vous aurez peut-être la chance de trouver un truc un peu personnel. Et pour le coup, je vais vous raconter rapidement un court-métrage que je vous conseille fortement et d'ailleurs dont Laurens parle dans le tome 2 du Champagne, un cadavre et des putes, qui est un court-métrage de HPG, le réalisateur, que j'aime beaucoup, qui est un court-métrage qui s'appelle Hypergolique. Et c'est fabuleux, c'est HPG, donc le mec complètement marginal, déjeté, qui se présente lui-même comme une pute, qui arrive dans une école de théâtre avec des gens bien qui ont envie de devenir artistes, quoi. Et il y a une espèce de clash hyper violent, de mépris réciproque énorme, où ces mecs-là qui rêvent de devenir artistes, au lieu de dire on a un vrai artiste marginal en face de nous, c'est trop bien, non, c'est qui ce type bizarre ? Parce qu'eux, ils sont complètement formatés. Ils sont dans une école pour apprendre leur métier et devenir des artistes en maîtrisant bien les choses. Mais c'est pas ça un artiste. Voilà. C'est pas ça un artiste. Un artiste, c'est celui qui essaye, qui se casse la gueule, qui cherche son chemin singulier. C'est la seule chose qu'on est en droit de demander à un artiste. C'est pas qu'il soit bon ou pas bon, c'est qu'il soit singulier. Ça devrait être le seul critère, ou en tout cas le principal critère sur lequel on juge un artiste. Est-ce que t'es singulier ? Sur ton truc, il ressemble à 50 autres derrière la porte, 50 autres bouquins qui ont été publiés, 50 autres tableaux dans les galeries, là, tous les galeries vous allez à Paris, les galeries après les autres, c'est les mêmes tableaux. C'est les mêmes tableaux, les mêmes films français. Les films français de la Fémis, mais c'est tous les mêmes films. Et les bouquins de la rentrée littéraire, c'est tous le même bouquin. Donc, alors que du Champagne, un cadavre et des putes, en plus d'être un grand roman, je disais tout à l'heure, et j'en suis certain, c'est un roman qui ressemble à rien. C'est un roman singulier. C'est ça qu'on est en droit de demander à un artiste. Une question de Dèdre à présent. À quel moment précis as-tu été sûr que tu allais écrire et publier du Champagne, un cadavre et des putes ? Alors, là j'ai un peu en fait répondu dans les questions précédentes, donc je vais aller un peu vite. À quel moment j'ai su que j'allais l'écrire ? Je dirais pratiquement depuis le début. Parce que moi, sur mon expérience, j'ai jamais, toujours le côté opiniâtre, j'ai jamais le souvenir d'avoir abandonné un projet quand je l'ai commencé. Même une chanson comme Respect Macron, par exemple, bon, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas le truc le plus intéressant que j'avais fait de ma vie, mais je suis quand même allé jusqu'à réaliser le clip, tourner le clip, réaliser le clip et le sortir. Donc quand je commence un truc, je vais au bout, en tout, dans la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je commence un truc, je vais au bout. Donc à partir du moment où j'ai trouvé l'idée du polar, que j'ai écrit le petit scénario du polar, que j'ai trouvé les rebondissements dans le polar, de toute façon, je pense que je serai allé au bout. Alors, pas forcément de ce roman, mais je serai allé au bout.
Alors, ensuite, après, comme je disais tout à l'heure, une fois que j'ai fini la fiche d'Alice, 545 pages, etc., bon, là, je me suis dit, de toute façon, tu vas bien en faire quelque chose. Ça, je l'ai raconté tout à l'heure. Et puis, pour aller un peu plus loin dans ta question, c'est quand j'ai commencé à écrire le premier chapitre. Alors, c'est un peu une autre question, mais je pense que c'est le sens de ta question. En tout cas, c'est le sens de ma réponse. Donc, voilà. C'est à partir du moment où j'ai terminé le chapitre 1 de la partie 2, c'est-à-dire pour ceux qui c'est pas clair, la partie 1 c'est la partie polar, et la partie 2 qui est donc l'essentiel du roman, là on change de forme, il y a cette délinéarisation de la réalisation avec les bouts du journal d'Alice, etc., etc. Et quand j'ai terminé ce chapitre, que je l'ai relu et que j'ai fait mon truc complètement dingue, une question ou deux questions avant, là, de délinéarisation de la réalisation, mélange du journal d'Alice, etc., que ça parce que ça aurait pu être une idée toute pourrie. Hein. J'aurais pu regarder le truc et faire, c'est nul, ça fonctionne pas, ouais, Twin Peaks, il a fait 2 objets, c'est génial parce que c'est David Lynch et qu'il est génial, mais toi tu t'es crotté, quoi. T'es une merde, t'as voulu faire mieux que David Lynch en mélangeant la série plus le film en même temps, bon, bah, t'y arrives pas. Donc quand ça, non seulement je me suis aperçu que ça fonctionnait, mais surtout, en sortant du polar, j'ai eu la même réaction que la plupart d'entre vous qui l'avaient lu. C'est-à-dire le polar, il est sympa, il est réussi, il est dans les codes, c'est un peu vaquétien, ça dit des trucs, bon, mais c'est un polar, quoi. Je pense même que plein d'entre vous ont dit, putain, avec tout ce qui nous a bassiné Vaquette, je pensais que ça serait quand même mieux que ça partie 1. Et puis tu bascules et tu rentres dans la partie 2, tu fais, ah ouais, d'accord. Là, c'est complètement autre chose encore plus. Là, j'ai commencé vraiment à croire à ce roman. Et pour ajouter encore complètement autre chose et rebondir sur ta question, détourner ta question pour répondre sur autre chose, à quel moment j'ai décidé de le publier, ça a été un débat, pour ceux qui ont été un peu proches de moi à ce moment-là, ils peuvent en témoigner. Tout le monde autour me disait, fais comme des pentes, man, t'as écrit déjà 1000 pages, donc tu les publies, et puis après t'écris la suite. Tu vas pas écrire quand t'auras... Et moi, je tenais vent debout, disais, non, je veux avoir tout écrit, parce qu'admettons qu'aux 3/4 du bouquin, je m'aperçois qu'il faut changer un truc par rapport à l'enquête sur le premier chapitre, sinon ça ne sera pas cohérent. Le côté perfectionniste maladif. Hein. Je pense que je vous étonne pas trop, le type il est psychopathe. Mais ça, je vous étonne pas, vous le savez que je suis psychopathe. Tout va bien. Et je me dis, oh là là, je veux avoir terminé l'écriture parce que si, arrivé au 9/10 du bouquin, il y a un truc qui exige de changer un truc au début pour la cohérence du bouquin, je veux pouvoir le changer. Et personnellement, moi, je ne comprends pas comment Despentes, par exemple, a pu écrire son tome 1 de Subutex, le publier, et puis attaquer le tome 2. Mais si au milieu du tome 2, elle se dit « Mais non, le tome 1, il aurait fallu changer ça, sinon c'est pas cohérent, je vais changer tel truc. » Mais elle aurait été bloquée. Moi, jamais j'aurais fait ça. Après, je comprends très bien que c'est une grande professionnelle et qu'elle est là pour gagner de l'argent. Et comme elle est grande professionnelle, elle est pragmatique et elle fait « Bon, je le changerai pas, je m'en fous. Le but, c'est que je touche mon avaloir de mon éditeur. Et puis, c'est mon métier. Je vais pas attendre 10 ans pour toucher 3 avaloirs d'un coup. » Bon. C'est bien, elle mène sa vie comme elle veut, je mène ma vie comme je peux, beaucoup moins bien qu'elle, parce que moi je suis un raté, et la stagiaire de l'accusé, elle m'appelle pas, et je suis malheureux, je vais faire une attaque cardiaque. Running gag. T'es chiant, mec, avec ton running gag. Déjà, ton interview, elle va faire plus de 10 heures, là, t'es malheureux. Comme ton putain de roman, comme ton putain de CD crevé tous, qui devait faire 10 morceaux de 3 minutes, ton putain de roman, qui devait faire putain de 150 pages, ça fait 10 heures, et là ton interview, c'était une interview, man, une interview, ça fait 1 heure, les mecs te posent des questions, tu réponds 1 heure, ça va nous faire 10 heures, 15 heures, 50 heures, t'es un malade psychopathe, Vaquette, tu saoules. D'ailleurs, je zappe tout de suite, tiens, je vais aller regarder, tout de suite, je vais regarder une vidéo d'Usul et une vidéo de Soral, Nick. Les running gags, tout ça. Bon, c'est pour ça que ça fait 10 heures, je n'y reviens pas. Et donc là, voilà, avec tout ça, en plus, je me suis complètement perdu. Je ne sais plus du tout ce que je vous racontais. Oui, donc j'ajoutais cette chose-là, que je tenais mordicus. Tout le monde autour de moi me disait, mais publie les tomes au fur et à mesure, sinon tu vas crever. Déjà, tu vas crever de faim parce que l'argent rentre pas. Tout le monde va t'avoir oublié. Tu crois vraiment que dans 10 ans, il y a quelqu'un qui se souviendra de Vaquette? On l'a oublié. Moi, je me souviens que quelqu'un avait donné des nouvelles, je crois, à Karim Berouka, de moi, et Karim Berouka tombe des nuls, il fait encore des trucs, Vaquette? Moi, je croyais qu'il avait arrêté. Et je comprends, hein, c'est pas lui qui avait tort. Donc vous êtes, au passage, mais je vais être sérieux, vous êtes merveilleux.
Parce que ceux qui continuent, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes merveilleux, je suis sérieux, ceux qui continuent à suivre mon travail, alors que pendant 10 ans, j'ai rien sorti, j'ai rien fait, bon, d'abord, c'est super flatteur pour moi, ça veut dire quand même que mon travail était suffisamment intéressant pour que vous ayez une petite veille de temps en temps, et puis que vous êtes intéressiez suffisamment pour suivre ça. Donc voilà, donc tout le monde me disait, publie les tomes au fur et à mesure, parce que sinon tout le monde va t'avoir oublié, c'est pas une vie, il faut faire rentrer du cash, c'est n'importe quoi. Et moi je disais non par souci d'intégrité, je veux terminer le projet, et ensuite je publierai, et c'est à cause de ça, on revient à ce que je vais dire plein de fois dans cette interview, que je me suis construit ce tunnel de 10-12 ans, invivable, interminable, désespérant, horrible, la phrase de Calafert que je citais tout à l'heure, ou que je vais citer après, je ne sais plus rien, il est tard, si vous saviez à quel point il est tard, c'est horrible, je suis crevé, voilà, mais je continue, vous avez vu ? Au pied bon oeil, je suis seul face à la caméra, c'est mon anniversaire, voilà, c'est vrai, je vous jure, depuis 2h30, il est 2h30 du matin, 2h30 c'est mon anniversaire, et j'ai rien à foutre, je continue, la coupe de cheveux me gratte la tête, j'ai juste envie de passer sous la douche, ras les couilles, mais je vais finir cette putain d'interview de 52 heures, où je mourrai avant, rien à foutre, je suis un héros, je suis un héros, yo. Bon, question suivante, soyons fous. Et il m'en reste plus que deux, là. Plus que deux. Il m'en reste plus que deux, je suis crevé. On coupera tout ça au montage. Ah, 2 questions qui vont réjouir Madame Poignon. Puisqu'il s'agit de questions sur les produits dérivés et le merchandising, tout ça. La première question est de Cédric. Karim Berouka, le chanteur des Ludwig von 88, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, a sorti une bande originale pour son livre « Le club des punks contre l'apocalypse zombie ». Wow, yo. Une bande originale pour du champagne, un cadavre et des putes, point d'interrogation, ou un CD, ou un spectacle de reprise façon un siècle et demi de chansons françaises hardcore pour les références musicales citées dans du champagne, un cadavre et des putes. Point d'interrogation. Et deuxième question, dans le même genre, de Bichente de Siburu, un petit livre de recettes du champagne, un cadavre et des putes, est-il envisagé ? Bon, alors en plus, je raconte n'importe quoi. En fait, c'est la dernière question à faire ce soir, parce que la suite, je l'ai faite tout à l'heure. Et c'est la dernière question de ce que j'ai fait hier en perdant le son avec une merde. Donc, vous aviez l'image, mais sans le son. Donc, peut-être à un moment, je vais mettre d'autres extraits. Vous allez voir, le son va changer. C'est parce que je vous dis tout. C'est parce que c'est plus le son du micro que j'avais oublié de brancher hier comme une gros nul, mais le son de la caméra. Et vous verrez la différence de son. Mais s'il y a des passages filmés mieux hier, parce que j'étais moins fatigué, je vous mettrai la même chose, mais avec un son moins pourri. Vous savez tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il est tard. C'est mon anniversaire. Tout ça, j'ai tous les droits. Vous me pardonnez. Vous êtes merveilleux. Et donc, c'est la dernière question à faire ce soir. Et après, putain, je vais manger parce qu'en plus, je suis affamé. Il est 2h30, je suis affamé, je suis crevé et je vais me retirer la coupe de cheveux de merde parce que ça me gratte la tête. Voilà. Donc, vous savez tout. Donc, je réponds à votre question à la con. Donc, la réponse, rien que pour vous faire chier parce que la question, elle est à la con, c'est non, vous aurez pas les livres de recettes. Non, vous aurez pas des vidéos. Des vidéos, Vaquette fait ses recettes de cuisine, etc. Un tuto, des vidéos. Et bienvenue avec Vaquette, avec sa faconde, qui vous explique aujourd'hui comment faire ces fameux riz de veau au girolles, ces fameux œufs coq au morille et foie gras, Marcet Star. Ceux qui l'ont goûté vous diront tous que c'est fabuleux. Mes fameux riz de veau au morille et foie gras. Nous allons regarder aujourd'hui la recette avec la dispensateur. Ça serait super. Alors, pourquoi, et pareil pour la BO, un spectacle de reprise avec les chansons, tout ça, moi j'adorerais faire ça, comme j'adore changer de média à chaque fois, j'adorerais faire ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas, parce que ça, c'est directement lié à la crise cardiaque, la stagiaire, tout ça, c'est lié à mon échec social. Et oui, je vous explique. Ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on a du succès. C'est pas une phrase que je balance au hasard. J'avais vu un jour une vidéo de Virginie Despentes faire une lecture mais abominable, en lisant ses notes comme ça, en annonnant son texte, mais nul à chier, avec 5 musiciens derrière, ou 12, j'en sais rien, de free jazz, qui jouaient, on va être poli, on va dire du free jazz, j'allais dire n'importe quoi, enfin qui font du bruit derrière, qui font de la musique vachement conceptuelle intéressante derrière, pas en lien avec le texte, donc tu as cette espèce de truc conceptuel, tout ça dans un grand théâtre avec plein de gens réunis, avec des lights, etc. Donc un budget énorme, enfin un budget qui représente... Moi, avec ce budget-là, je vous fais 50 concerts, réellement, en payant le gasoil. Et Coste vous en fait 200. Non, mais attention. Et ça, c'est bien parce qu'elle a du succès.
Parce que sinon, on lui dit « Oh, ben, toi qui aimes bien tel texte de machin, si tu le lisais en public, si elle a mon succès, elle fait « Ben oui, mais je vais aller dans un squat, sans éclairage, sans musicien derrière, puis je vais lire mon truc, et puis il n'y aura personne dans la salle, tu le fais pas. » Et de la même façon, Houellebecq, il a été réalisateur de films. Moi, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est catastrophique. C'est peut-être très bien d'ailleurs, j'en sais rien. Mais il peut se permettre d'exiger de réaliser son film, puisqu'il l'avait exigé dans son contrat au moment où il change de maison d'édition. Il dit « Moi, je passe chez vous, puisque vous êtes à la fois une maison d'édition et un producteur de cinéma. Donc, si vous me financez le film. » Donc ça, il peut le faire parce qu'il a du succès. Parce que s'il a mon succès, pareil, il dit ben, moi j'ai envie de faire le film de je gagne toujours à la fin, on va mettre des bunkers avec des nazis, bon, ouais, mais sans un rond ça marche pas, t'as même pas de caméra, bon. Tu vois, c'est pas possible. Donc faire ce livre de recettes, faire cette BO, etc., outre que j'ai pas vraiment le temps, ça n'a de sens que si oh yo Vaquette, je suis producteur, on va faire un livre de recettes, on va faire la BO du machin, ben, un producteur de disques. Ah, ce serait cool, ton roman il s'est vendu à 1 million, Houellebecq l'a adapté au cinéma, ça a fait 1 million d'entrées, 10 millions d'entrées, voilà. Maïwen l'a adapté au cinéma, ce sera mieux, ça a fait 10 millions d'entrées, on veut la BO, et tu nous reprends les chansons sur scène, on finance, ben oui, et encore oui. Mais quand t'es comme moi, tout seul avec ta bite et ton couteau, t'essayes déjà de faire l'essentiel. Parce que ma première dame, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, là, me disait à l'époque, mais elle était amoureuse. Moi aussi, j'étais amoureux, vous avez compris. Elle me disait, mais t'es doué pour tout. Et c'était assez vrai, je comprends ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire, j'étais le mec qui écrivait des chansons, comme je vous racontais, qui faisait le guignol et qui en même temps qui était super fort en maths et en physique, quoi. Bon. Et puis, bon, je passe plein de choses. J'étais doué pour tout. Bien. Et il y a un truc pour lequel je suis nul de chez nul, plusieurs trucs pour lesquels je suis nul de chez nul. Mais un truc, entre autres, qui nous intéresse ici, c'est je suis nul pour faire du fric. Je suis nul pour dire, comme on dit aujourd'hui, pour monétariser mon travail. Et par exemple, là, plein de gens m'ont dit, tu vas faire des vidéos, mais il faut que tu ailles sur Patreon et tu les monétarises par les dons des gens, tout ça, mais t'es con. Voilà, moi j'ai la naïveté de me dire, sur mon site, on peut y aller. Et puis il y a marqué « Fais un don à l'indispensable ». Vous pouvez y aller sur crevetous.com/VPC. Il y a « Faire un don à l'indispensable ». Vous pouvez faire un don ponctuel, plein de gens le font. Ou vous pouvez faire 10 € par mois à l'indispensable. Et si 100 personnes faisaient 10 € par mois à l'indispensable, ça me ferait 1 000 € par mois. Ça me donnerait l'assise financière pour continuer à faire Vaquette. Ça me semblait un beau projet utopique. Bon, ça, c'est pas bien marketé. Donc, il n'y a pas suffisamment de gens qui me donnent de l'argent. Alors que si tu vas sur Patreon ou sur une autre plateforme, c'est marketé, les gens ont l'impression d'être en collaboratif, de participer à un projet, et là ils sont prêts à te donner de l'argent parce que ça correspond à un projet, sinon on va lui donner de l'argent à Vaquette, et qu'est-ce qu'il va faire avec? Comme tous les clochards, il va boire avec, donc je lui donne pas je sais pas quoi. Donc je suis pas doué. Si j'étais plus doué, plus cynique, plus dans l'air du temps, j'arriverais à monétariser les choses. Pareil, je lance l'idée. S'il y a un producteur qui veut s'en occuper, ou juste des gens qui sont prêts à m'envoyer de l'argent pour ça, un de mes projets, ce serait de faire une table d'hôtes. Vous venez manger chez Vaquette le même menu que Laurence fait à Alice, avec le même genre de grand vin, tout ça, service dans l'assiette. Vous venez découvrir comment Vaquette fait la cuisine plutôt pas mal. Et puis, ça me permettrait de gagner un peu d'argent. Ça, ce serait un doux rêve. Moi, je vivrais de ça, par exemple. Je ferais un dîner par semaine avec des gens que je reçois, genre table d'hôte, et puis la notoriété de mon bouquin, on revient toujours à mon échec social. C'est-à-dire, si mon bouquin se vendait à 1 million, il y aurait, j'imagine, 10 000 personnes qui se battraient pour venir à la maison et manger le même menu que Laurence, fait par l'auteur en personne, et j'arriverais à très bien gagner ma vie là-dessus. Dans la réalité, c'est illusoire. Je balance ça dans une vidéo, et puis il y a 2 crevards qui vont m'envoyer, qui font « Ouais, c'est cool, si tu veux, moi je te file 2 tickets à resto, ce serait quoi ?» Et puis non, parce que je vais pas vous faire les rigots au mori et puis mes œufs coques à la truffe avec 2 tickets à resto. Donc, et comme en plus j'ai un public de crevards alternos, voilà, donc de toute façon vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens, donc voilà, vous dînerez jamais chez moi, hop, c'est bien fait, encore un projet pourri de Vaquette. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si demain j'avais la notoriété de Vaquette, lapsus révélateur, si demain j'avais la notoriété de Despentes
ou de Houellebecq, il est certain que je lancerai ça un jour dans une émission Houellebecq. Bon, alors, je fais la cuisine vachement bien. Bon, lui, il n'est pas crédible. Mais, admettons, bon, j'ai la notoriété, je suis Rez Vaquette, et je rentre dans une émission de télé. J'ai un super projet. Les fans, on fait gagner, on fait un truc participatif, ça vous coûte 1000 boules par personne, et on n'en prend que 10. 10 couples de 2 personnes à 1000 boules par personne, 2000 boules. C'est votre chance de votre vie. Les 10 premiers inscrits, pop, viennent dîner chez Vaquette. Hop, je vous reçois comme Alice Lorenz, vous goûtez mes œufs coq au morille et foie gras avec les vins qui vont avec. Profitez de l'occasion. Mais en 5 minutes, si t'as autant de lecteurs que Houellebecq et Despentes, les gens s'inscrivent parce que putain, j'ai dîné chez Vaquette, j'ai dîné au château de Boucard, dans son château, dans le château de Simon qu'il a racheté, etc. Et puis si des gens ont envie de venir manger chez moi pour 1000 boules par personne, faut pas hésiter, j'ai besoin d'argent et j'adore faire la cuisine. Donc vous serez, si les gens sont un peu près sains et qu'ils viennent pas pour mater et faire Vaquette, c'est devenu mon employé, parce que ça, coup de boule. Mais pourquoi pas, voilà. Mais des milliers de projets, comme je disais tout à l'heure, puis là, je vais vraiment aller terminer, je vous promets là-dessus. Et me prendre ma douche et manger. Et comme je disais tout à l'heure, moi, des projets comme ça, en fait, j'en ai 1000. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à la question de Dèdre. Une fois que je me lance vraiment dans un projet, je vais toujours au bout. Mais c'est aussi pour ça que je me lance pas vraiment dans les 1001 projets, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Donc ça, c'est lancé en l'air, mais il y a une chance sur 1000 que tout ce dont je viens de parler se fasse un jour. Mais ça vous appartient. En attendant, n'oubliez pas, le plus important, www.crevetous.com/VPC, Vaquette par correspondance, www.crevetous.com/VPC, et puis là, vous allez m'acheter des bouquins, des DVD, des t-shirts, etc. pour soutenir, ou plus simple encore, faites un don à l'indispensable, un don ponctuel, quelques dizaines de milliers d'euros me suffisent. 100 000, vas-y mon frère, mon cousin, ou le 10 € par mois à l'indispensable. Plusieurs personnes le font, mais pas assez pour me permettre de vivre. Donc si vous êtes à peu près, je sais pas, allez, 10 000 à faire ça demain, demain, 10 000 à faire ça par mois, plus fois 10, ça me fait 100 000 € par mois, je peux commencer à envisager la vie d'une façon sereine, et vous êtes merveilleux. Je vous l'ai jamais dit assez, parce que moi je suis malheureux, la stagiaire, tout ça, mais vous êtes merveilleux. C'est n'importe quoi cette interview. Coupez tout, au secours, coupez tout, on arrête pour ce soir. Oh, blanc. Boum, blang, 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 blang. Oh. Et il meurt. Et il meurt. Et il meurt pour de vrai. D'épuisement. Je suis crevé. Vous pouvez pas imaginer. C'est fini. Wouhou. Yo.